Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Azelma Décode l'actu. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Média Désenchaîné, donc n'hésitez pas à les suivre. Merci à tous ceux qui me suivent, merci de partager. N'hésitez pas à commenter si vous aimez, si vous aimez pas, si vous voulez voir ce rendez-vous plus souvent ou pas, parce que pour l'instant je sais pas si j'en fais un par semaine, un par mois ou quoi. Là je pensais en faire un par mois, mais au final, suite au dernier épisode, il s'est passé quand même pas mal de trucs. Donc je suis revenue, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui va bien ou ce qui va pas. Pour cet épisode, on va parler de 3 grands sujets. Premièrement, l'attentat terroriste qui a eu lieu à l'encontre de Samuel Paty, enseignant, le 16 octobre dernier. Le couvre-feu et le racket organisé auprès de la population. Et ensuite, un petit sujet sur l'hôpital public, parce qu'il y a pas mal à dire là-dessus. Enfin, je vais terminer avec des actus du monde, parce qu'on oublie un peu ce qui se passe à l'international, mais il s'en passe. Et je finis cet épisode, comme j'aime le faire, par des actus un peu absurdes ou amusantes ou inquiétantes. Comme je le dis à chaque fois, je ne suis spécialiste de rien, si ce n'est que je suis militante contre toutes les injustices depuis très longtemps, et donc j'aime beaucoup m'informer et je pense savoir synthétiser les infos et passer outre les formules politiciennes, les buzz et les polémiques, et vous synthétiser un peu ce qui s'est passé, parce qu'avec les actus en boucle et les infos en continu, souvent on se perd un peu, on a tendance à pas tout écouter et à pas pouvoir faire le tri. Et donc moi, dans mes vidéos, j'essaye d'aller droit au but et de vous dire ce qui s'est passé et ce qui se cache derrière les infos, même si je n'ai pas la science infuse et que je peux me tromper, évidemment. C'est parti pour le deuxième épisode. Alors au début, je voulais pas en parler spécialement de cet attentat terroriste, non pas qu'il ne soit pas important ou intéressant, mais je me suis dit que ça faisait tellement la une partout que tout avait été dit. En fait, non, parce que il y a eu beaucoup de propos scandaleux, de polémiques et de débats qui révèlent bien d'autres choses dont on ne parle pas. Et donc, je vais essayer de vous en parler là et vous dire ce qui a le plus suscité mon attention. Alors d'abord, un petit rappel des faits très très bref, parce que tout le monde le sait maintenant. Samuel Paty, enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, se fait décapiter dans la rue par un type qui a 18 ans, qui est tchétchène et musulman et qui se serait radicalisé avec les réseaux sociaux. Ça faisait une semaine que Samuel Paty était menacé. Il avait dit à sa direction qu'il avait fait le nécessaire en convoquant des parents d'élèves, parce qu'il avait fait un cours sur la liberté d'expression et qu'il avait, pendant ce cours, montré des caricatures de Mahomet, de Charlie Hebdo, et il avait dit à ceux qui se sentiraient choqués ou qui ne voudraient pas voir ces caricatures que ces personnes sortent. Qui avait fait tout un débat et surtout qui avait généré pas mal de menaces sur les réseaux sociaux à son encontre. Et finalement, une semaine plus tard, il a été tué. Alors les premières réactions, c'est donc des discours très émotifs, solennels d'Emmanuel Macron. Alors moi, ça ne m'a pas du tout touchée, parce que j'ai tout de suite vu les larmes de crocodile, sachant qu'une semaine avant, il faisait un discours sur le séparatisme islamiste, discours qui m'avait énormément choquée de par sa tendance un peu extrême droite. Il va parler des musulmans en parlant de civilisation musulmane, comme si c'était pas seulement une religion, mais un type de population, où il va interdire l'école à domicile pour éviter la radicalisation, enfin des choses très très teintées d'extrême droite. Et donc il a suffi de ce crime terrible pour qu'Emmanuel Macron s'en prenne publiquement aux islamistes, voire même aux musulmans, parce que franchement, il n'a pas beaucoup fait la différence dans sa façon de les désigner. Et c'est presque une déclaration de guerre, puisqu'il a dit tout de suite « la peur va changer de camp ». Alors ça peut paraître anodin comme phrase, mais moi je trouve que ça ne pourra pas susciter l'apaisement, bien au contraire. Et d'ailleurs, ça se vérifiera quelques jours plus tard. Suite à cet attentat, il y a eu également l'intervention de Darmanin, ministre de l'Intérieur, sur BFM, qui va dire qu'il faut interdire les rayons halal et kasher dans les supermarchés, comme si c'était là la cause principale du terrorisme. En fait, il s'attaque par là à tous les musulmans
qui veulent tout simplement s'adonner à leurs habitudes alimentaires, culturelles. Alors tout de suite, je me suis demandé pourquoi il ne voulait pas fermer l'hypercachère, par exemple, ou des supermarchés halal. Et ben, il a très rapidement répondu d'ailleurs. Il préférait largement les supermarchés halal et cachère que des rayons halal et cachère. Je vois pas bien la logique, puisque du coup, ce sont des magasins beaucoup plus importants et beaucoup plus visibles, qui vont ghettoiser, on va dire, une partie de la population en fonction de leur religion. Donc, je ne vois pas bien l'intérêt quand on parle de laïcité ou d'égalité. Il va falloir m'expliquer un peu. Et puis en plus, je me suis dit, mais attends, quand c'est Pâques, il y a des rayons de Pâques. Quand c'est Noël, il y a des rayons de truffes ou de bûches de Noël, qui sont typiquement des fêtes religieuses catholiques ou chrétiennes. Donc, Darmanin a aussi profité de cet attentat pour reparler de la loi Avia. Vous savez, la loi Avia qui avait été proposée par La République En Marche il y a quelques temps, qui consistait à surveiller les internautes sur les réseaux sociaux et à censurer les posts qui ne seraient pas en accord avec la vérité. Et jugée liberticide, cette loi avait été refusée heureusement, sauf que là, avec cet attentat terroriste, on va peut-être pouvoir remettre cette loi sur la table. Avec l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement a tous les droits et ils peuvent instaurer toutes les lois sans passer par le Parlement. Donc je vois bien la loi Avia passer comme ça, par exemple. Ça va falloir le regarder de très près. Donc avec le discours de Macron, le ton était donné. C'est une guerre face à l'islamisme. Et donc, c'est comme si ça avait donné l'autorisation à tous les éditorialistes et journalistes, chroniqueurs, politiciens, de dire à peu près tout et n'importe quoi, et à utiliser des langages propres à l'extrême droite. Donc le terme islamo-gauchiste, qui n'a absolument aucun sens, islamo-gauchisme, ça n'a aucune définition dans le dictionnaire, si ce n'est mettre une étiquette sur un groupe d'opposants politiques à la limite, a été utilisé, mais je ne sais combien de fois, par pas mal de journalistes et politiciens. D'ailleurs, sur le siège du Parti communiste, il y a un tag collabo qui a été fait, donc c'est quand même assez grave. Et Marine Le Pen a été interrogée à ce sujet. Écoutez bien. Alors, le mot collabo a été tagué samedi sur le siège, hier donc à Paris, du Parti communiste. Vous dénoncez ce tag ou pas? Non, je ne dénonce pas, j'en suis pas l'auteur. Non mais, imaginez qu'on lui ait posé la question suivante. Marine Le Pen, dénoncez-vous la décapitation de Samuel Paty? Non, je ne dénonce pas, j'en suis pas l'auteur. Non mais c'est ça, sa logique, c'est ça. Et il n'y a pas un journaliste qui va lui dire « Non mais vous dites n'importe quoi là ». Il y a aussi une réaction qui m'a fait bondir. Alors sur les réseaux sociaux, on a vu plein de posts racistes. Et puis il y a Taha Bouaf. Taha Bouaf, c'est un journaliste indépendant. C'est celui qui avait dit que Macron était au théâtre le jour où il s'était fait lyncher par des gens qui l'avaient attendu devant le théâtre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Taha Bouaf, que je trouve d'ailleurs, c'est un très bon journaliste. Bref, c'est pas le sujet. Réagit à l'attentat en disant c'est terrible, une pensée à la famille et aux proches. Et là, il y a Synergie Police. Donc Synergie Police, c'est un syndicat de policiers très connu, qui, par le biais de son compte officiel, donc publiquement, répond « Mais de quelle famille et de quel proche tu parles là? De la victime ou de l'auteur ?» Non mais ça c'est super grave, c'est hyper raciste de dire ça. C'est-à-dire que Taha Bouaf, sous prétexte qu'il est arabe et donc musulman, va être du côté du terroriste. Et là pareil, aucune réaction à ça. Alors parmi les réactions, il y en a eu des tas, mais par exemple, il y a Elisabeth Lévy qui va dire ça. D'abord, il y a cette supercherie de l'islamophobie. Alors je vais vous dire un truc, l'islamophobie c'est un droit. Attendez. On a le droit de détester des religions, on a le droit de détester des religions. Des actes islamophobes. Voilà ça, j'ai dit qu'on a le droit d'être islamophobe, c'est-à-dire de détester les religions. Non mais ok, elle en dit des conneries, ok, c'est habituel, mais moi je ne veux pas m'habituer à la saloperie. Je ne veux pas m'y habituer. Il faut le dire quand c'est choquant, et là c'est choquant. L'islamophobie n'a jamais été un droit, comme le racisme n'a jamais été un droit. Islamophobie, c'est pas le fait de détester une religion, ce qui est déjà un peu étrange, de détester une religion en particulier. Non, c'est détester les musulmans, ceux qui pratiquent cette religion. Donc non, c'est pas un droit, au contraire, ça doit être interdit. Pareil, Macron dit qu'il faut interdire le collectif contre l'islamophobie. C'est comme si on interdisait le CRIF, l'association contre l'antisémitisme. Je pense pas que ça serait vu de la même façon. On a quand même le droit d'avoir des associations contre le racisme en France, non? Donc on voit bien qu'on veut instaurer une sorte de flou entre islam et islam radical, ce qui fait que les gens vont se taper dessus et vont avoir des propos haineux et complètement racistes avec des amalgames de fous à cause de ça, à cause de ces propos gouvernementaux.
Et puis on va parler de liberté d'expression, du fait que la caricature en France soit dans la culture, qu'il ne faut pas empêcher de faire des caricatures sur Mahomet ou quoi. Mais d'un autre côté, là, il y a très peu de temps, il y a un gilet jaune qui a été mis en examen parce qu'il avait fait une caricature d'un commissaire de police. Donc si on suit la logique, ça voudrait dire que les terroristes, là du coup, c'est le gouvernement. Hein. Ils instaurent la terreur et puis on n'a pas le droit de faire une caricature de la police, comme s'il s'agissait d'un prophète, quoi. Si ça, c'est pas de la radicalité. Et donc, comme c'était prévisible, avec tous ces discours et ces réactions, qu'est-ce qu'il y a eu? De la haine des deux côtés et donc des cyberattaques. Donc il y a plusieurs entreprises françaises qui ont été hackées avec des messages prônant la décapitation des Français et même d'Emmanuel Macron. C'est le gouvernement lui-même qui a annoncé ça. Donc, même si ce ne sont que des mots, ça ne reste pas moins inquiétant. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut peut-être y avoir une guerre civile ou quoi, dans un sens comme dans l'autre, parce qu'il y a aussi des attaques sur les mosquées et sur des musulmans en ce moment dont on ne parle pas. Donc, ce climat de division fait très peur, sachant que les services de renseignement ont du mal apparemment à arrêter les terroristes, sauf quand l'acte a déjà été fait. Mais Samuel Paty, par exemple, ça faisait 1 semaine qu'il était menacé publiquement. Concrètement, on savait qui proférait ces insultes et ces menaces sur les réseaux sociaux. Ces personnes-là n'ont pas été inquiétées. En fait, en France, il est plus facile de mettre en garde à vue un gilet jaune, un militant écolo ou quoi, ou même de ficher S un militant, parce que ça arrive, qu'un terroriste ou qu'un psychopathe. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pour moi, ces sujets-là devraient être traités, peut-être pas comme des faits divers, on devrait plus traiter ces crimes comme des crimes réalisés par des psychopathes que par des musulmans, des Tchétchènes, etc. etc. Parce qu'après, les amalgames sont vite faits, les généralités sont vite faites, alors qu'en fait, c'est juste des tarés, quoi. Je suis sûre qu'il y a plein de psychopathes qui sont cathos ou chrétiens, on le dit jamais, et on va pas condamner toute une religion pour ça, parce qu'il y a 1 ou 2 tarés parmi leurs fidèles. Pour finir sur le sujet, je pense que Macron et les dirigeants de ce monde devraient plutôt veiller à ne pas financer les États terroristes et islamistes, plutôt que de s'attaquer à ceux qui financent les mosquées en France. Parce que quand on voit que Macron et ses prédécesseurs vendent des armes à l'Arabie Saoudite depuis très longtemps, finalement, ils sont un peu complices des fous que ces États engendrent et de ces crimes qui sont perpétrés en France et ailleurs. Ça serait quand même bien de parler de ce sujet qui n'est pas un détail pour moi. Je vais t'offrir un monde aux 1001 splendeurs. Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur. Deuxième sujet de la vidéo, le couvre-feu et le racket organisé. On peut appeler ça comme ça, oui. Alors d'abord, quelle ambiance ce couvre-feu? Donc c'est une vraie vidéo, hein. Dans la ville de Compiègne, la ville a lancé une sirène qui ressemble vachement à la sirène de guerre, hein, pour marquer le début du couvre-feu et pour que les gens rentrent chez eux. Donc ça fait un peu flipper et ça marque un peu le ton, encore une fois. Le couvre-feu a donné lieu à des verbalisations abusives puisque le samedi, bien avant l'heure, les policiers de la Brave sont allés sur une terrasse de café à Paris et ont demandé aux gens qui venaient de se commander une bière de bien vouloir partir et laisser leur bière, alors qu'il n'était même pas 21h. Donc les gens ont essayé un peu de résister, puis les policiers ont menti, par exemple, en disant « vous n'avez pas le masque ». Quittez l'endroit. Laissez tout ici, monsieur. Vous n'avez pas de masque, vous n'avez rien. Le masque, il n'est pas obligatoire. Ouais, mais vous êtes trop nombreux côte à côte, là. Il n'y a pas la distanciation sociale, monsieur. Alors qu'on a tout à fait le droit de ne pas porter le masque quand on boit une bière. Donc si vous changez la loi, faites-nous signe parce qu'on n'arrive plus à suivre. S'il vous plaît, messieurs, quittez l'endroit. Il n'y avait pas de distanciation sociale, vous quittez l'endroit, monsieur. Allez, s'il vous plaît. En tout cas, ces personnes sont parties sans payer, hein, ça on l'a su après. Donc les barman, ils ont perdu de l'argent, déjà qu'ils en perdent après 21h, mais alors là, ils ont carrément perdu toutes les boissons qu'ils ont servies
à ce moment-là. D'accord, mais... Quittez l'endroit. Voilà. On peut plus se promener dans le quartier. S'il vous plaît, messieurs, dames. Il n'y a pas de respect des distanciations sociales. Il y a trop de monde. Vous quittez l'endroit, s'il vous plaît. Totalitarisme. Et puis sur le périphérique, 1h30 avant 21h, les forces de l'ordre ont forcé les gens à sortir du périphérique. Donc ça a provoqué un bouchon énorme, puisqu'à cette heure-là, en plus, tout le monde rentre du boulot et tout, qui fait qu'il y a beaucoup de gens à 21h qui étaient encore sur la route alors qu'ils auraient dû être chez eux. Et donc les policiers les ont verbalisés et leur ont mis 135 € d'amende. Fini la prévention. Désormais, les contrôles pour faire respecter le couvre-feu, c'est tolérance zéro. Ça serait une amende de 135 €. Et pour certains, le dispositif n'est pas très juste. Fermer le périph', c'est pas de ma faute. 1h30 sur le périph'. Monsieur, quand on sait que le couvre-feu, c'est à partir de 21h, à 20h40, on n'a rien à faire à Auchan, on prévoit. Mais moi, j'ai 5 minutes pour rentrer chez moi. Je rappelle qu'au bout de 3 fois, en cas de récidive, c'est 3 750 € d'amende et 6 mois de prison, donc faut faire gaffe. Et là, ça fait quelques heures, voire quelques jours qu'on parle un peu dans les médias d'un éventuel élargissement du couvre-feu. Peut-être qu'il serait avancé à 19h, on sait pas bien, mais déjà la dernière fois pour le couvre-feu, on avait des infos avant, donc ça va peut-être se vérifier. Certains parlent aussi d'un confinement. Moi, je pense qu'ils vont faire ça progressivement pour pas heurter les gens, sauf que je pense aussi que, quitte à lutter contre l'épidémie, il faudrait peut-être y aller franco et ne pas tarder, parce que plus on retarde, pire c'est. Et ça ne sert à rien du coup. Donc un bon confinement d'un coup, ça aurait été peut-être plus judicieux qu'un petit couvre-feu qui va s'agrandir et qui va ne servir absolument à rien, si ce n'est faire perdre de l'argent aux gens et restreindre des libertés. Donc affaire à suivre. Troisième sujet de la vidéo, l'hôpital public. On voit qu'il y a une hausse de l'épidémie apparemment. Par contre, les lits dans les hôpitaux n'ont pas augmenté. Au contraire, il est toujours question de casser l'hôpital public. Il n'y a pas de souci, on ne se remet pas en question. Même Bachelot, qui avait participé au démantèlement de l'hôpital public en supprimant des lits d'hôpitaux lorsqu'elle était ministre de la Santé et des Sports sous Sarkozy. Donc Castex nous dit que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Donc pour sauver l'hôpital, on ne doit pas tomber malade. Donc encore une fois, on fait culpabiliser les gens qui n'y sont pour rien. On le dit depuis très longtemps en plus que les Français sont vachement dociles et vachement obéissant. Donc on n'y est clairement pour rien, mais ce serait de notre faute si l'hôpital public se meurt. Autre intervention médiatique sur le même sujet et qui m'a pas mal choquée aussi. Je pense qu'il y a en ce moment une volonté de revanche des médecins contre le pouvoir politique. Je trouve que cette espèce de menace permanente qui pèse sur les citoyens et sur le pouvoir politique et qui nous vient de ces médecins catastrophistes, plus catastrophistes les uns que les autres. Le médecin de Versailles, c'était une véritable caricature en la matière. Rien n'a jamais été fait, rien ne sera jamais fait, et on va de toute façon dans le mur. Si on n'a que ça à nous dire, non, faites votre boulot, on compte sur vous. Je trouve ça d'une injustice terrible par rapport à ce qu'ils traversent, et il suffit d'aller voir dans des services de réanimation. Vous allez m'arracher des larmes. Autre info qui montre bien que l'hôpital public, petit à petit, va se privatiser. Un forfait va être mis en place aux urgences. Si vous n'êtes pas hospitalisé à la suite de votre venue aux urgences, vous aurez une facture de 18 € à payer si vous n'avez pas de complémentaire santé. Jusque-là, on avait 80% remboursé par la Sécu. Ça ne sera plus le cas. Donc la mort de l'hôpital public, elle est pour bientôt, malheureusement. Et c'est encore les personnes précaires qui vont trinquer, puisque quelqu'un de riche et qui va aller aux urgences, pour lui, 18 €, qu'est-ce que c'est ? C'est rien du tout. Mais quelqu'un de pauvre, il va peut-être réfléchir à 2 fois avant d'aller se faire soigner et donc rester chez lui et peut-être mourir, comme c'est le cas aux États-Unis, où tous les soins sont très très chers et où les gens ne vont pas se soigner. Mais comme on m'a souvent dit, ce qui se passe aux États-Unis arrive quelques années plus tard en France. Donc regardons Trump et imaginons peut-être Hanouna président, qui sait. Quelques actus internationales qui sont passées à la trappe en France, c'est cette attaque dans une école primaire au Cameroun. Donc 9 assaillants ont tiré sur des enfants âgés de 9 à 12 ans. Il y a au moins 8 morts. Et donc c'était une attaque terroriste. Jeff Bezos, qui est le plus riche du monde et qui a gagné d'ailleurs, pour la petite anecdote, le 21 juillet, 13 milliards de dollars en une seule journée, en pleine crise du coronavirus, quand les gens perdent leur emploi et tout.
Eh ben, ce Jeff Bezos vient de créer sa première école maternelle aux États-Unis. Ça sera une école basée sur une éducation un peu à la Montessori. On voit bien par là que les grands groupes dominent clairement le monde, puisque si Amazon crée une école, on peut imaginer la suite. Peut-être qu'il y aura des cinémas Amazon, des avions Amazon, des maisons Amazon. Ça fait peur. Dans la région de Kamtchatka en Russie, il y a 2 volcans qui sont rentrés en éruption. Donc les touristes sont priés de ne pas s'approcher et les résidents sont priés de rester chez eux et de bien fermer leurs portes parce que ça commence à durer. Il y a de la cendre sur les bâtiments. Enfin, c'est assez grave. Et ça, pareil, j'en ai pas entendu parler dans les médias, dans les grands médias. En Europe, les luttes sociales, endormies par le confinement, se réveillent sous la forme de manifestations contre le couvre-feu. Alors Paris Match va parler de groupuscules d'extrême droite. Bon, ça reste à vérifier. Il va aussi parler de dégradation. Toujours est-il que les gens sortent et manifestent leur mécontentement face aux mesures liberticides. Et puis la bonne nouvelle de la semaine, elle nous vient du Chili, où il a été voté une nouvelle constitution qui remplace celle héritée du dictateur Pinochet et qui stipule qu'au Parlement, il y aura une convention constituante, donc c'est une sorte d'assemblée constituée uniquement de citoyens. Alors même si le gouvernement actuel est conservateur, on peut s'attendre à tout, toujours est-il qu'au Chili, ils ont quand même réussi ce que nous, on rêve depuis très longtemps, à savoir changer de constitution et avoir un petit peu plus de démocratie. Et là, pour les petites actus rigolotes ou absurdes, voire inquiétantes, il y a cet appareil, le Kissenger, qui permet d'embrasser votre interlocuteur à distance. Imaginez, avec le coronavirus, ça pourrait vachement se vendre, mais je trouve ça d'une tristesse sans nom. Donc il n'y a plus de contact, on fait des bisous à travers un téléphone. C'est pas de la science-fiction, ça. Les chasseurs en ont marre des attaques qui leur sont faites, les pauvres, et donc ils menacent de faire grève. Alors sur le coup, je me suis dit, allez-y, faites grève, faites donc, il n'y a pas de problème, moi je soutiens la grève à mort. Sauf qu'après coup, je me suis dit, mais attends, ils sont pas si cons, enfin peut-être que si, mais en tout cas, s'ils veulent vraiment marquer le coup, je pense qu'ils continueront à balancer des animaux d'élevage dans la nature, sans aller les chasser, ce qui fait qu'on pourra dire que les chasseurs sont utiles, puisque forcément, si on balance des sangliers domestiqués dans les champs, les agriculteurs, ils vont pas être contents. Donc affaire à suivre encore une fois, mais sur le coup ça m'a quand même bien fait marrer. Pierre Moscovici, qui a été nommé récemment président de la Cour des comptes, vient à peine mis en place à ce poste de tripler le budget du Haut Conseil des finances publiques. Triplé. Donc c'est passé de 470 000 euros à 1,5 million d'euros, sans le dire à personne. C'est François Ruffin qui nous le dit à l'Assemblée. On va dire la vérité, c'est quand même nos collaborateurs qui font le gros du boulot et ceux qui m'ont signalé cette ligne budgétaire qu'ils ont remarqué par leur regard sagace sur les dépenses du Haut Conseil des finances publiques, où ils me montrent une multiplication quasiment par 3 du budget et un passage de 479 000 euros à 1 500 000 euros. Je veux bien comprendre pourquoi, j'ai pas compris moi. J'ai pas compris comment ça se fait que finalement ce qui est le gendarme du budget, qui est supposé contrôler, c'est lui qui dérape et qui multiplie par 3. Et voilà, c'est fini pour ce petit tour d'horizon des actus de la semaine. J'espère que vous avez aimé. Comme vous voyez, ça donne toujours pas beaucoup d'espoir. Ce qui se passe est encore digne de science-fiction. Beaucoup d'injustices, de plus en plus grandes. Mais l'espoir réside dans la faculté de ne pas être dupe, de garder l'œil affûté et ne pas se laisser berner par les formules politiciennes, les buzz et les polémiques de bas étage. Il faut faire attention à ne pas se laisser diriger par nos émotions. Quand il y a des crimes, quand il y a des choses horribles qui ont lieu, on a tendance à réagir par l'émotion. Sauf que c'est pas par l'émotion qu'on dirige un pays et qu'on fait une société équilibrée et altruiste. Donc voilà, j'espère que ma petite synthèse vous aidera à réfléchir sur ces sujets. À bientôt pour de nouvelles aventures.